On est passé au tout numérique, que ce soit les appels à projets, que ce soit les démarches administratives, les demandes d'aide, tout était au numérique. Et donc tout ça, ça demandait des compétences, on va dire, et des notions que tous les chefs d'entreprise ou d'associations ou de compagnies n'avaient pas. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre. Elle a dirigé plusieurs structures artistiques au fil des ans. Elle a mis en place et administré le fonds de soutien à la professionnalisation d'Avignon Off. Elle est aujourd'hui consultante, accompagnatrice ou encore responsable de communication pour des théâtres, des compagnies et des sociétés artistiques. J'ai le plaisir d'accueillir Christelle Barillet. Bonjour. Merci de m'avoir invitée sur le plateau. Avec grand plaisir, merci d'être là. Alors, on va peut-être commencer par votre parcours, parce que vous avez un parcours kaléidoscopique. Donc, comment vous êtes arrivé à accompagner sur autant de plans les différentes structures que j'ai citées en introduction? Alors, je vais essayer d'être brève. Ça a démarré à l'école. Premier spectacle où on nous emmène avec l'école, c'était, je me souviens, Les Sorcières de Salem d'Arthur Miller. Classique. Et alors là, le feu sur scène, les sorcières qui brûlent, enfin bon, magique, le son, la lumière, les costumes, et j'ai eu une révélation. Vous avez quel âge ? Tout est parti de là. Oh là, faut pas me demander, je me rappelle plus, je sais même plus qui était sur la scène, enfin bon. Mais en tout cas, je sais que ça a démarré de là, et j'ai toujours été subjuguée par les artistes, le monde du spectacle, le cinéma, etc. Donc déjà une grande passionnée, déjà au départ. Après j'ai fait des études de théâtre, des études théâtrales à la fac, et puis ensuite j'ai dirigé une école de danse pendant 15 ans. C'était une association sous loi 1901, donc déjà avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire les adhérents, la gestion des plannings, des profs, des cours, enfin tout ça. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait de la télé. J'ai fait de la télé pendant 8 ans. Et puis sur les dernières années, j'avais 2 émissions culture de 26 minutes hebdomadaires où là, c'était génial. Parce que c'était de la découverte de jeunes artistes, des portraits de métiers, de lieux, de sorties. Donc là, c'était vraiment très très chouette. Et puis après Avignon. Le festival Off d'Avignon. Ça a été un gros morceau, ça. Oui. Le fonds de professionnalisation, c'est un très gros projet. Ouais, fonds de soutien à la professionnalisation, qui a été mis en place en 2017. Et puis, ils avaient besoin d'une chargée de production qui pilotait un peu tout ça, avec le logiciel, le formulaire, instruire les dossiers, et puis surtout accompagner les compagnies qui étaient demandeurs de ce fonds, les accompagner dans la professionnalisation pour qu'elles puissent rentrer dans les critères et pour qu'elles puissent avoir un peu plus de bagage dans la gestion de leur structure, surtout. L'accompagnement à la professionnalisation, aujourd'hui, c'est votre cœur de métier, ouais. Qui passe par la transmission, la formation, des thèmes qui vous sont chers, je crois. Concrètement, je suis une compagnie ou un théâtre, je fais appel à vous pour me professionnaliser. Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir ? Alors, beaucoup de choses. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, je tombe sur des questions auxquelles j'ai pas de réponse, donc je vais chercher la réponse pour la compagnie. Donc ça c'est intéressant parce que moi je suis en formation continue. Ah oui, continue tout le temps. Qu'est-ce que je peux offrir ? Alors déjà, il y a certaines structures qui me délèguent des missions, comme par exemple la partie administrative ou la partie gestion associative, donc les rapports, les comptes rendus à rédiger, etc. D'autres me délèguent par exemple toute la partie production, les devis, les factures, les suivis avec les lieux de programmation, etc. En fait, vous les déchargez de telle sorte qu'ils puissent, que ces compagnies ou ces théâtres puissent se concentrer sur l'artistique. Voilà. Donc là, j'ai quelques structures qui fonctionnent comme ça. J'en ai d'autres qui fonctionnent à l'année. Donc je les accompagne à l'année pour suivre leur trésorerie, pour vérifier s'ils sont dans la réglementation, s'ils font pas certains manquements à certaines déclarations, par exemple, etc., etc. Donc ça. Et puis après, j'ai des demandes très ponctuelles.
avec un problème lié à l'actualité, lié à un doute. Voilà, par exemple, dernièrement, j'ai eu un gérant d'entreprise qui était entre l'agence événementielle et la production de spectacles. Donc, on a dépatouillé un petit peu ensemble le code APE, les conventions collectives, etc., etc. Les grands classiques de la réglementation. Voilà. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de ce qui s'est passé, parce que moi, j'aimerais bien avoir votre regard justement d'accompagnatrice sur. On a beaucoup parlé de la pandémie. Ouais. Quel est votre regard sur ce qui s'est passé par rapport, enfin, comment ont vécu les compagnies, comment. Il s'agit pas tant de parler forcément des aides, mais comment vous avez perçu l'état d'esprit du milieu au fil des 2 années, puisqu'on est là, on est à la veille de l'été, des festivals. A priori, il n'y a pas de restrictions pour l'instant en vue. Comment s'est passé cet accompagnement? Qu'est-ce que vous avez senti? Quel est l'état des lieux du milieu tel que vous le voyez vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui ça va mieux, mais c'est clair que la pandémie a mis beaucoup de monde par terre. Moi j'ai pas eu le temps de m'ennuyer, vraiment pas, parce que la pandémie a déclenché un tout numérique, avec plein de démarches administratives en plus. Donc déjà on en avait beaucoup, parce que le métier d'administrateur de compagnie est de plus en plus difficile en fait, et de plus en plus dense. Mais là avec la pandémie, ça s'est vraiment vu. On a vraiment vu la différence. On est passé au tout numérique, que ce soit les appels à projets, que ce soit les démarches administratives, les demandes d'aide, tout était au numérique. Donc par exemple, le fait d'ouvrir l'activité partielle aux intermittents du spectacle, c'était une grande première. De permettre à des intermittents du spectacle qui sont en CDDU d'avoir l'activité partielle alors qu'ils n'ont même pas encore commencé leur contrat, ça c'était une grande première. Mais du coup derrière, ça nécessitait beaucoup de démarches administratives, des étapes en fait en plus à faire dans un ordre bien précis. Et donc tout ça demandait des compétences, on va dire, et des notions que tous les chefs d'entreprise ou d'associations ou de compagnies n'avaient pas. Qu'est-ce que le métier d'administratrice aujourd'hui? Est-ce qu'il a évolué? Enfin, parce que pendant des années, on entendait dire que les administrateurs, ça pouvait être quasiment son conjoint, enfin, il y avait un côté comme ça pour les créations d'associations. C'était souvent un copain, un parent. Aujourd'hui, on a l'impression que, avec la quantité d'appels à projets, notamment, par exemple, on est passé d'une logique de subvention à une logique d'appel à projet. Alors, pas partout, pas tout le temps, mais quand même, il y a un glissement. Ça veut dire, à chaque fois, chaque appel à projet, un dossier, avec... on a l'impression qu'il y a une professionnalisation aussi, non pas seulement des compagnies, mais aussi du métier d'administrateur. Est-ce que ça vous semble juste ou pas? Oui, carrément. Complètement. En fait, l'administrateur, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un métier à part entière. Parce que ça demande des notions particulières, pas simplement de gérer une association sous loi 1901, parce que souvent c'est des associations sous loi 1901, mais ça demande d'avoir des connaissances dans le droit du travail, dans l'embauche des intermittents, dans le régime du chômage des intermittents, dans... en gros, juridique, fiscal, social, quoi. Oui, voilà, tous les documents contractuels qu'on doit signer avec les uns et les autres, toutes les caisses qui nous entourent, toutes les structures professionnelles qui gravitent autour de la compagnie. Donc, ça demande des compétences qu'on n'avait pas forcément avant. Ouais. Et le métier aussi est confronté, vous l'avez dit, au numérique. Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce que cet enjeu-là a changé aussi le métier? Ou il l'a fait peut-être glisser d'un domaine papier ou à un domaine virtuel simplement? Moi, ce que je dis souvent, c'est que les artistes ont pas forcément envie de passer des heures devant leur ordinateur,
mais se sentent mieux sur scène à faire leur métier. Donc, oui, le boulot d'administrateur, c'est ça, c'est beaucoup d'heures dans les papiers, beaucoup d'heures de veille aussi, pour se tenir vraiment à l'actualité et voir tout ce qui change, tout ce qui évolue, les décrets, les lois, les règles, etc. Donc, il y a beaucoup d'heures derrière l'ordinateur. Et un artiste n'aime pas forcément l'ordinateur, et puis ça l'intéresse pas forcément, et puis c'est pas son métier, clairement. Est-ce qu'il existe des formations pour devenir administrateur ou administratrice de compagnie? Est-ce que ça existe, une école d'administrateurs Alors, qu'est-ce qu'il existe? Alors, il existe beaucoup de petites formations. Avec des thèmes bien précis, des sujets bien précis. C'est-à-dire, si vous avez envie de vous former sur les droits d'auteur, vous allez avoir une formation pendant 3 jours sur les droits d'auteur. Mais une formation globale qui donne des notions de tout ce que peut comporter le métier d'administrateur, de tout ce qui, une vision à 360, voilà, tout ce qu'il faut penser en fait, et puis comment il faut travailler, et puis quelles habitudes de prendre. Ça, enfin moi j'en ai pas vu. Et ça manque ou pas? Oui, c'est pour ça que j'ai envie de faire quelque chose. Vous allez créer une école? Alors non, vous allez mettre en place des formations peut-être? C'est ça, ouais. C'est ça. On est venu me chercher pour animer une formation d'apprenti administrateur de compagnie. Dans quel cadre? Dans une prise en charge d'organismes de formation normales. Donc en fait, les intermittents du spectacle qui ont des droits ouverts auprès de l'AFDAS vont pouvoir venir se former sur 2, 3, 4, 5 jours. Ça va dépendre des modules qu'ils choisissent. D'accord, ça sera mis en place quand? Normalement, là, d'ici fin juin, on démarre. D'accord. Dernier grand point, je reviens au fonds de soutien à la professionnalisation que vous avez créé au sein d'AFSC, donc Avignon Festival et Compagnie, l'association qui coordonne le OFF d'Avignon. Ouais. Beaucoup de compagnies vont à Avignon, beaucoup se cassent les dents, beaucoup sortent ruinés. J'ai eu l'occasion de faire des interviews avec des compagnies qui s'en sont sorties avec 5, 10, 15, 20 000 euros parfois de dettes. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux compagnies qui veulent faire Avignon, au moins pour ceux qui viennent pour la première fois? Je pense que ceux qui se sont déjà cassés les pattes ont acquis une expérience dans la douleur, mais ceux qui voudraient faire Avignon pour la première fois, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Alors, déjà, moi, ce que je leur conseille, c'est de venir en amont sur l'édition d'avant pour repérer les lieux. C'est-à-dire venir, visiter, s'imprégner, commencer à rencontrer éventuellement des directeurs de théâtre, aller regarder quel théâtre fait quel genre de programmation, essayer d'envisager où leur spectacle irait le mieux, en fait, dans quelle salle. Donc déjà, pour faire un du repérage... Il y a quand même 100 théâtres, plus de 100 théâtres, oui. Il y a 1600 spectacles, enfin 1600, ça c'était avant la pandémie, il y en avait un millier l'année dernière. Vous voulez qu'on fasse comment? Alors déjà, quand on est sur place, on se rend compte un petit peu mieux de comment ça se passe. Déjà. Savoir différencier un garage voilà. d'un théâtre, voilà. Déjà, ou d'une vraie salle. Il y a des quartiers qu'on va plutôt préférer. Le public n'est pas le même dans les différents quartiers intramuros d'Avignon. Et puis, quand même, il faut aller régulièrement regarder sur le site internet du Festival OFF d'Avignon, qui regorge d'informations, et notamment qui a un moteur de recherche sur les critères dont la compagnie a besoin. Par exemple, les dimensions de la scène, la jauge des spectateurs, les fiches techniques, etc., etc. Donc ça déjà c'est intéressant. Donc il y a un pré-repérage informatique pour au moins cibler quelques lieux déjà qui correspondraient à la taille de nos décors, la capacité des comédiens. Aller sur place. Aller sur place, ouais, vraiment. Vous conseillez combien de jours? Je pense des questions très concrètes parce que c'est des choses, on se dit, peut-être que 24 heures suffisent, mais... 3 jours. 3 jours, c'est pas mal, oui. On s'imprègne, on prend des rendez-vous en avance, on essaye de rencontrer tel ou tel directeur de théâtre, et puis... c'est les directeurs de théâtre qu'il faut rencontrer? C'est bien, ouais. Ils ont le temps à Avignon? Alors, ils sont là, au moins, pendant Avignon. Ce
qui n'est pas le cas pendant le restant de l'année en fait, puisque beaucoup de théâtres sont fermés pendant l'année. Donc c'est vraiment l'opportunité et l'occasion de les rencontrer, c'est pendant le festival. Et de prendre un petit verre de pastis ou de rosé. Et puis, alors ça c'est pour les compagnies qui n'ont pas encore fait Avignon, et celles qui font Avignon cette année, pensez au fonds PEPS. C'est-à-dire ? L'aide du fonds PEPS. Concrètement, le fonds PEPS ? Alors, le fonds PEPS, c'est une aide à l'embauche du plateau artistique et technique pour les spectacles qui se jouent dans un lieu de représentation de petite jauge. C'est-à-dire alors... Qu'est-ce qu'une petite jauge, déjà ? Alors, pour eux, c'est moins de 200 places. Moins de 200 places. Oui. Donc, et qu'est-ce que ça veut dire, une aide pour l'embauche ? Alors, c'est calculé par rapport au nombre de personnes, par rapport au nombre d'artistes qu'il y a sur le plateau, et au nombre de techniciens aussi. Je crois qu'ils reprennent un technicien en plus. Et vous avez un forfait par jour, par représentation, par artiste. Donc ça paye une partie des charges et c'est pas négligeable, et en plus c'est une aide automatique. À partir du moment où on est dans les clous, on remplit les conditions, on envoie les bons documents après coup. Donc, faut avoir les reins pour avancer les salaires, la trésorerie. Mais dans les 6 mois, je crois qu'on a 6 mois maximum, 6 mois pour envoyer son dossier après la première date de représentation. Et l'aide financière tombe sur le compte bancaire, donc c'est génial. Et pour finir avec cette démarche d'Avignon, donc je pré-regarde sur le site, je repère les lieux qui m'intéressent, je vais 3 jours à Avignon, je rencontre si possible 2-3 parce qu'ils sont là à Avignon, et après on arrive à la fin de l'été, on part en vacances en août ou pas, on fait d'autres festivals. On arrive en septembre, qu'est-ce qui se passe rapidement pour préparer son Avignon ? Alors déjà, on est parti d'Avignon avec tout plein de documents. On passe au village du Hof et on demande tous les documents, tous les guides qui existent. On essaie de même rencontrer les gens au village du Hof pour avoir un maximum d'informations pour l'édition d'après. Et puis quand on revient... Quel type d'informations ? Alors, Avignon Festival et compagnie édite des guides tous les ans avec plein d'informations sur les conseils, sur même des informations sur le droit du travail, la déclaration des intermittents, etc., etc. Donc ça, déjà, c'est bien. Si on a des questions, on va les poser. On en profite d'y être. Et puis, quand on rentre, on reprend contact avec le théâtre ou les théâtres qu'on a visités. Et puis, on envoie un dossier et on reste en contact parce que la programmation, généralement, elle se cale sur le dernier trimestre de l'année civile. Vers novembre-décembre, on sait déjà... les gros théâtres ont déjà leur programmation de fait. Merci beaucoup. Dernière petite question, un coup de cœur artistique récent que vous avez eu et que vous aimeriez partager. Alors, un coup de cœur artistique. Alors j'aime bien me balader dans Paris et faire la touriste quand j'ai le temps. Et là, dernièrement, je vais parler plutôt d'un monument, architecture. J'ai découvert les Invalides, que je ne connaissais pas du tout. Et en plus, il fait beau, c'est agréable de s'y promener. Et en fait, le dôme, l'église, le tombeau de Napoléon Ier, alors ça regorge d'histoire parce qu'il y a des musées aussi. Il y a 2 grands musées à l'intérieur. Donc, pour celui qui veut tout visiter, je conseille la journée. Mais c'est magnifique, vraiment. L'église, le dôme, le tombeau, c'est grand, c'est spacieux, c'est clair. Il y a du marbre partout. C'est magnifique. Enfin, moi, j'ai adoré. Merci beaucoup, Christelle Barillet, d'être venue sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Et merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, à nos réseaux sociaux, à diffuser cette émission. Un petit clic pour vous est un grand soutien pour nous. Merci et bonne journée.